Cette année-là, alors que l'Est était encore enveloppé dans la brume et la fumée de la guerre, un empire s'étendant sur toute l'Asie a défilé avec plus de 400 000 soldats, fer, cavalerie, arcs longs et navires de guerre vastes comme des forteresses flottantes. Ils roulaient vers le sud, croyant qu'une seule bataille effacerait une petite nation pour toujours. Contre eux se dressaient seulement quelques dizaines de milliers d'hommes, maigres et fatigués, armés de lames rouillées, d'arcs en bambou et de la volonté de mourir pour leur terre. Mais dans leurs yeux, il n'y avait aucune peur, seulement du feu. Puis, la nuit tomba. Le tonnerre gronda. Le vent hurlait et la rivière flamboyait soudainement comme un soleil explosant dans les ténèbres. Des tambours tonnaient à travers le delta. De minuscules bateaux de guerre jaillirent du brouillard, leurs flammes consumant la puissante flotte au-dessus de l'eau. Au retour de l'aube, l'empire qui a jadis constitué la moitié du monde gisait, tremblant, dans les cendres. Et de la fumée et du feu, une petite nation s'est levée pour écrire la légende de la nuit où l'eau a brûlé. En l'an 1284, de sombres nuages de guerre ont commencé à rouler vers le sud depuis les marches de l'Asie. C'était l'empire mongol, la plus puissante machine de guerre du XIIIe siècle. En moins de 50 ans, les armées mongoles avaient conquis la quasi-totalité de l'Eurasie. La dynastie Song du Sud, dans ce qui est aujourd'hui la Chine, le royaume de Goryeo, dans la péninsule coréenne, les empires de Perse et du Khwarezm, et même les terres le long de la rivière Volga en Europe de l'Est. Partout où ils marchaient, les villes brûlaient, les empires se sont effondrés et des nations entières ont disparu en cendres. Aucun mur ne pouvait les arrêter, aucune armée ne pouvait leur résister. Après la conquête des Song du Sud, Kublai Khan, empereur de la dynastie Yuan, tourna son regard vers le sud. Une seule terre dans la région avait refusé de s'agenouiller, le Jaiviet. Pour Kublai, ce n'était pas juste un petit royaume, c'était la porte d'entrée du sud-est de l'Asie, une voie qui ouvrirait la route vers le Champa, le Siam, la Thaïlande d'aujourd'hui, et même jusqu'à la Birmanie et l'Inde. Si le Vietnam tombait, le rêve du Khan de régner sur toute l'Asie serait complet. Ainsi, durant l'hiver 1284, il donna un seul ordre, envahir le Jaiviet. Son plan était colossal. Venant du nord, son fils, le prince Togan, Toat Hoan, commanderait plus de 300 000 soldats. Cavalerie mongole, infanterie chinoise et navires enrôlés de force, passant la frontière dans la plaine de la rivière Rouge. Du sud vers le nord, le général Sogetu, Toado, marcherait avec plus de 100 000 hommes, deux forces énormes, deux mâchoires d'acier se rapprochant d'un petit royaume. Leur objectif était clair, capturer Tanglong, Hanoï moderne, s'emparer du roi du Jaiviet et transformer la nation en un vassal de l'empire. Contre cette marée, le Jaiviet se tenait petit mais ininterrompu. Sous le roi Trannan Tong, l'armée entière ne comptait que 60 000 à 70 000 soldats réguliers, soutenus par des milices locales, des flottes fluviales et des combattants paysans, à peine un dixième des forces mongoles. La différence était stupéfiante, 300 000 contre 70 000. Sur le papier, la guerre semblait désespérée, mais les guerres ne se gagnent pas par les chiffres seuls. Les Mongols étaient plus forts dans les plaines ouvertes, mais ils luttaient dans les jungles, les marécages et les rivières. Le Jaiviet était un pays d'eau et de brume, et ses habitants avaient transformé cette terre en une arme. À la tête de leur défense se tenait Tranhung Jao, le grand commandant et stratège du Jaiviet. Il comprenait que pour faire face à un tel empire, il ne pouvait pas se battre par la force brute, seulement par la stratégie. Son plan était simple mais brillant. Se retirer délibérément, échanger l'espace pour le temps, attirer les envahisseurs en terrain inconnu, couper les lignes de ravitaillement et les détruire pièce par pièce. Partout au pays, les préparatifs commencèrent. Les villages cachèrent leur nourriture, les ponts furent démantelés, les récoltes inondées. Chaque méandre, chaque forêt, chaque marais deviendrait un piège. La terre elle-même se battrait. Quand les nouvelles de l'invasion atteignirent la capitale, le roi Trannan Tong convoqua un grand conseil au bord de la rivière Bintan. Sous la lumière froide des torches, nobles, généraux et soldats se rassemblèrent comme un seul homme. Ils jurèrent de défendre leur patrie jusqu'au dernier souffle. Sur leurs bras, ils ont gravé deux mots qui deviendraient immortels. Satat, tuer les Mongols. Cette nuit-là,
La rivière coulait silencieusement vers le nord, mais dans le cœur du peuple du Jai Viet, une tempête avait déjà commencé à monter. Le calme avant la tempête était trompeur. À travers le Jai Viet, l'air lui-même semblait se resserrer. De la montagne à la côte, les ordres se répandirent comme une traînée de poudre. Les forgerons travaillaient sans repos, leurs forges rougeoyant à travers la nuit. Des milliers de lances, d'épées et de pointes de flèches sont nées. Les fermiers ont enterré leur récolte, cachant le riz profondément sous terre. Des pêcheurs ont transformé leurs bateaux en armes, renforçant les coques avec des couches de bambou et des pointes de fer. Sur les rives de la rivière Rouge, les chantiers navals s'animèrent. Des centaines de petits navires de guerre furent construits, légers, rapides et mortels dans les eaux étroites du delta. Chaque bateau transportait des jarres à huile, des flèches enflammées et des boucliers de bambou recouverts d'argile humide. Tran Ung Jao inspecta chaque forteresse lui-même, de la citadelle de Tanglong au marais de l'Est. Il tissa une toile de défense à travers le pays. Les temples devinrent des postes de commandement. Les cloches des pagodes portaient des messages codés. Les moines qui priaient le jour devenaient coursiers la nuit. Chaque battement de cœur de la nation s'est mis à l'unisson sur un seul rythme, la résistance. L'invasion a commencé comme un coup de tonnerre. Au nord, le prince Togan mena son armée à travers les cols de montagne, bannières étincelantes claquant au vent. Au sud, le général Sogetu avança avec sa flotte. Plus de 400 000 hommes en marche pour écraser une nation qu'il croyait déjà tombée. Mais lorsqu'ils entrèrent au Jai Viet, il n'y avait rien. Pas de soldats, pas de villageois, seulement de la fumée flottant au-dessus de villages abandonnés. Puits comblés, greniers incendiés, ponts détruits. Ce n'était pas la peur, c'était la stratégie. Tran Ung Jao avait fait disparaître son pays. Les envahisseurs ne trouvèrent aucun ennemi à combattre, seulement la faim, la maladie et le désespoir. Des chevaux s'effondrèrent dans la boue, des hommes moururent en silence. Mais l'arrogance les a aveuglés. Croyant que le Jai Viet était vaincu, Togan marcha vers Tanglong. Quand ses bannières atteignirent les portes, aucune flèche ne les accueillit. La ville resta silencieuse, les rues froides et désertes. Pendant un instant, le conquérant hésita, mais l'orgueil l'emporta. Il entra dans la citadelle et proclama la victoire. Les trompettes sonnèrent, le festin coula et dura 3 jours. Il croyait que le Jai Viet avait fui, terrorisé. Mais au-delà de ces murs silencieux, dans les forêts et les marais, la véritable armée attendait. Tran Ung Jao n'avait pas couru, il avait attendu. Il connaissait la plus grande faiblesse de l'Empire. Ce n'était pas son épée, mais sa fierté. Les festins terminés, le piège commença à se refermer. Les éclaireurs disparurent. Les messagers ne revinrent jamais. Le brouillard recouvrit la rivière Rouge, épais et infini. Au nord, le silence. Au sud, les tambours se mirent à résonner. D'abord faiblement, puis plus fort, puis de manière inarrêtable. Et puis le feu. La nuit du Teh fut déchirée par le tonnerre et les flammes. Des brumes du fleuve, des centaines de navires de guerre du Jai Viet ont jailli. Leurs coques et leurs voiles brillaient d'huile peinte en rouge, avec des torches flamboyantes sur chaque proue comme des étoiles fonçant dans l'obscurité. Des flèches enflammées sillonnent le ciel, pleuvant sur la flotte Yuan ancrée. Les bidons d'huile se sont brisés. En quelques instants, la rivière calme s'est transformée en une mer de feu. Des reflets de flammes dansaient sur le fer des armures dans des yeux terrifiés. La flotte Yuan paniqua. Leurs immenses navires de guerre firent volte-face trop lentement. Des pieux cachés déchirèrent cher leurs coques. L'un après l'autre, les navires se sont fissurés, ont basculé et ont brûlé. Les marins ont hurlé et ont sauté dans l'eau, mais la rivière était en feu. L'eau elle-même les engloutit. Des deux banques, des milliers de soldats vietnamiens chargent. Les corps de guerre retentirent. Les tambours tonnèrent. Le cri s'éleva comme une tempête à travers le delta. Tuer les envahisseurs. Les lanciers avançaient en formation serrée. Les archers, derrière eux, perdaient volée après volée. Des flèches enflammées tombaient comme une pluie, transformant la nuit en une tempête de lumière rouge. Au centre du chaos, de petits bateaux vietnamiens plongeaient en zigzagant entre les grands navires des Yuan, frappant, éperonnant, disparaissant dans la fumée. Le choc du métal résonnait comme le battement de la terre elle-même. Des étincelles jaillirent lorsque l'acier rencontra l'acier et la rivière bouillonnait de feu et de sang. Sogetu Ntoado tenta de rétablir l'ordre,
Ils criaient des ordres à travers le vacarme de la bataille, mais personne ne pouvait entendre. Les signaux ont disparu dans la fumée. Des navires sont entrés en collision. Un réservoir de pétrole s'est enflammé. Une colonne de flammes déchira le ciel, son éclat atteignant même les tours de Tanglong. Au loin, l'armée d'occupation à l'intérieur de la ville regarda l'horizon en feu. Leur célébration s'est transformée en terreur. Le fleuve, artère vitale de l'Empire, était en feu. Puis Dran Ung Jao a donné l'ordre. Les tambours de Tanglong répondirent. L'infanterie surgit des roseaux. La cavalerie tonna depuis le nord. Les archers tirèrent depuis les collines. De tous côtés, la terre elle-même attaquait. Autrefois puissante, la formation des Yuan s'est désintégrée. Navires incendiés, hommes noyés, bannières tombées dans les flammes. L'empire qui avait écrasé les royaumes de la Perse à la Corée était maintenant en train de se noyer sur une seule rivière vietnamienne. Le vent hurlait, le feu se propageait, des navires chargés dérivaient en aval comme des bêtes noires. Les bruits de la bataille se transformèrent en un rugissement de victoire. Cette nuit-là, l'eau et le feu ne firent plus qu'un. Et quand l'aube se leva enfin, il ne resta que fumée et cendres. Les bannières du Jai Viet, bien que déchirées et brûlées, volaient toujours au-dessus de la rivière de feu. La bataille du Tet avait commencé, et pour l'Empire, ce fut le début de la fin. La rivière était encore en feu lorsque la tempête a éclaté. Le tonnerre gronda sur le delta. La pluie a commencé à tomber, forte, froide, implacable, sifflant contre les flammes mourantes. Sous la fumée, ce qui restait des soldats de l'armée Yuan tenta de fuir. Des navires à moitié coulés et des soldats étaient dispersés à travers les champs inondés. L'empire qui contrôlait autrefois des continents était désormais brisé, réduit à une masse d'hommes pataugeant dans la boue. Mais le Jai Viet ne s'arrêta pas. Tran Ung Jao a donné l'ordre de la poursuite. Les tambours résonnèrent sous la pluie. Les corps de guerre déchirèrent le tonnerre sur les rives du fleuve. Des troupes fraîches affluèrent, l'infanterie dans les eaux peu profondes, la cavalerie galopant le long des digues. L'odeur de terre humide et de sang pesait lourdement dans l'air. Au nord se trouvait Van Kip, le dernier bastion des envahisseurs. Togan rassembla ce qui restait de ses forces, des hommes épuisés, des chevaux malades, un moral brisé. Il construisit des fortifications de boue et de bambou, espérant tenir jusqu'à l'arrivée de renforts. Mais aucun ne viendrait. L'Empire était trop loin. Aucun son ne répondit à ses appels à l'aide, seulement le martèlement de la pluie. Au lever du jour, la brume se dissipa pour révéler le champ de bataille final. Van Kip se tenait là, comme une île, dans un océan de cadavres. À travers la plaine inondée, les bannières du Jai Viet émergèrent sur du brouillard. Des centaines de drapeaux, rouges et dorés, irrésistibles. Quand l'ordre est arrivé, l'attaque fut impitoyable. Des catapultes lançaient des projectiles enflammés dans le camp, des tambours rugissaient dans toutes les directions, des flèches tombaient en vagues noires, la pluie se transforma en vapeur au contact du feu. Le bruit était interminable, acier sur acier, eau sur flamme, et les cris d'hommes qui ont réalisé trop tard qu'ils étaient déjà morts. Les forces de Tran Ung Jao se sont resserrées sur trois côtés. La rivière, derrière la forteresse, bouillonnait d'épaves. À l'est, la cavalerie chargeait à travers les eaux montantes, les sabots envoyant des gerbes de sang et de pluie. À l'ouest, l'infanterie a percé les palissades. Le champ de bataille se dissout dans le chaos. Togan a essayé de rallier ses troupes, mais ses paroles se sont noyées sous le tonnerre et les cris. Une flèche perdue a frappé son étendard. Le grand drapeau de l'Empire s'est effondré dans la boue. Le symbole de la conquête disparut en un instant. À la tombée de la nuit, la forteresse de Van Kip n'était plus. Les flammes s'élevèrent à travers la tempête. Ceux qui ont survécu jetèrent leurs armes et s'enfuirent vers le nord. Ils furent traqués à travers la forêt par les milices locales et des paysans qui frappèrent dans l'ombre avec des lances et du feu. Sogetu était mort. Togan s'enfuit déguisé dans l'obscurité, abandonnant ses soldats au déluge. Des 400 000 hommes qui avaient rejoint l'invasion, à peine une partie a réussi à s'échapper. Les autres étaient revendiqués par la terre, par les rivières, par le feu et par la tempête. Quand la pluie cessa enfin, le fleuve rouge s'est tari et a coulé à nouveau tranquillement. Ses rives étaient noires de cendres et d'armures. La fumée de la victoire s'éleva jusqu'aux nuages. Sur une colline surplombant la plaine, Dran Ung Jao observait en silence.
Il n'y avait aucune trace de triomphe sur son visage, seulement du calme. Car il connaissait la vérité de la victoire. Cette liberté a toujours un prix. Cette paix ne se donne jamais, elle se mérite. Dans tout le pays, les cloches sonnaient dans les temples. Les agriculteurs retournèrent à leur village. Les gens pleuraient, non pas de chagrin mais de fierté, car ils avaient vu l'impossible. Un empire s'effondrait devant une petite nation qui a refusé de s'agenouiller. Les bannières de l'empire ne reviendraient jamais. La tempête était passée, mais son écho allait tonner à travers l'histoire pour toujours. Lorsque le tonnerre s'estompa, le silence revint sur la terre. La pluie a lavé les cendres des champs. Des casques brisés gisaient à côté des navires incendiés. La rivière, autrefois rouge de sang, coulait maintenant claire à nouveau. Les villageois commencèrent à revenir. Ils sortirent des soins des forêts et des montagnes, portant leurs enfants et reconstruisant leurs maisons. Les temples sonnaient leurs cloches à l'aube, leurs échos se répandant sur une terre tranquille. Le Jaiviet renaît, blessé mais vivant. Le roi Trannan Tong traversa les ruines de Tanglong, là où l'ennemi avait autrefois festoyé. Sur les remparts de la ville, les bannières rouges et or flottaient à nouveau, symbole de fierté. À travers l'Asie, la nouvelle de la défaite se répandit comme un feu de forêt. L'empire qui avait conquis de la Perse à la Russie avait été écrasé par une terre pas plus grande que l'une de ses provinces. Les marchands et envoyés étrangers chevauchaient, incrédules. Une seule rivière avait détruit une armée entière. À l'intérieur du Jaiviet, il n'y avait pas d'arrogance, seulement une reconstruction silencieuse. Le bruit des marteaux frappant le fer, les chants des moines résonnant dans les pagodes, les rires des enfants renaissant des cendres. La liberté n'a pas été célébrée avec orgueil, mais protégée avec gratitude. Tran Ung Jao refusa l'or, les terres et les titres. Il ne demanda qu'une seule chose, l'unité. Que le peuple n'oublie jamais ce qui a été gagné et combien a été sacrifié. Ces paroles résonnèrent à travers les générations. La véritable force ne réside pas dans la conquête, mais dans la volonté de défendre son foyer. Les siècles ont passé et les tempêtes sont revenues. Mais chaque fois que le danger réapparaissait, le peuple du Jaiviet murmurait le même vœu. Souviens-toi de la rivière, souviens-toi du feu. Parce que sur cette rivière, une petite nation avait affronté le plus grand empire de la terre et prouvé qu'un peuple uni ne peut jamais être vaincu. Aujourd'hui, la rivière coule toujours, calme, infinie et silencieuse. Seul le vent se déplace sur l'eau, là où l'empire brûlait jadis. Pourtant, chaque vaguelette porte un souvenir. Chaque souffle de vent murmure les noms de ceux qui ont tenu bon. Dans les temples, l'encens s'élève. Devant les portraits de Tranung Jao, le général qui transforma les rivières en forteresses, les gens s'inclinent encore. Son héritage est gravé dans le cœur de son peuple. La liberté n'est jamais donnée, seulement défendue.